Polo, qui est docteur en littérature comparée, enseigne la langue, la civilisation russe et la traduction à l'université Paul-Valéry de Montpellier 3. Ses recherches portent sur les rapports entre la lecture et les itinéraires de la formation artistique. Elle étudie également le translinguisme littéraire. Sa thèse de doctorat, soutenue en décembre 2011, était consacrée à la figure de l'artiste en tant que lecteur dans les œuvres romanesques de Marcel Proust et d'Ivan Bounine. Elle va nous parler aujourd'hui de la traversée des espaces dans l'œuvre de Dimitri Bortnikov. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Merci également à tous les organisateurs de ce colloque pour leur organisation très efficace et de m'avoir invité de faire partie de cette conférence. Donc effectivement, je vais parler aujourd'hui de Dimitri Bortnikov qui arrive en France en 1999. Dans les années 2000, il publie un nombre de romans en russe, dont Le syndrome de Fritz, Svinobur. Et ensuite, à partir de 2008, il passe au français avec d'abord Furioso, un ouvrage qui se trouve à la frontière des genres. C'est un ouvrage du genre mixte et qui se présente comme une expérimentation avec un nouveau matériau, la langue française. En 2011, l'auteur publie un autre ouvrage écrit directement en français, Repas de mort. Ce titre en dit long sur la place réservée dans son écriture aux morts et aux disparus, comme l'indique également la dédicace du syndrome de Fritz à Amine, un gars disparu à Paris sans laisser de traces. Enfin, au cours du mois d'octobre 2012, Dimitri Bortnikov a fait paraître sa traduction en français de Lettres d'Ivan le Terrible. Et lorsque l'on lit ces lettres du tsar russe par le biais de sa traduction, la question se pose: est-ce Ivan le Terrible qui a pris possession de la voix de Dimitri Bortnikov en lui faisant jouer le rôle de ventriloque? Mais en même temps, le ton de ces lettres s'inscrit tellement dans la continuité des monologues des personnages de fiction de Bortnikov qu'elles peuvent aussi être lues comme faisant partie des apartés des voix narratrices de ses œuvres précédentes. Le parcours artistique de Bortnikov est ainsi atypique. Si chez un grand nombre des écrivains, c'est l'initiation à l'écriture qui implique le stade de traduction et qui joue un rôle désinhibant puisqu'elle permet de recouvrir le mot de l'autre par sa propre voix, chez Bortnikov, le cheminement se déroule dans le sens opposé et la traduction se présente comme une manière ultime de prêter sa voix si singulière d'artiste à un autre. Mais surtout, tout en servant aux morts leur dernier repas, l'artiste aspire à une nouvelle naissance et à l'auto-expression. C'est pourquoi il recherche un ton juste pour à la fois exprimer le surgissement de soi et faire entendre la voix des morts, des muets, de ceux qui ont été réduits au silence, des perdants, des vaincus, des aliénés, des autres. Donc, est-ce que l'écriture transfrontalière de Dimitri Bortnikov implique ainsi le fait d'empiéter sur le territoire des autres en termes linguistiques, géographiques ou encore empiriques, ou de faire de soi le lieu de passage, faire don de sa voix si singulière pour faire résonner les voix des autres et recueillir leur âme? Dans les ouvrages de Dimitri Bortnikov, ces deux axes, donc l'axe de l'auto-expression et du recueillement des voix des autres, s'entrecroisent, se rejoignent, se heurtent et se déchirent. La définition du territoire propre passe d'abord par les limites du corps. Or, dans l'univers de ces œuvres, ces limites sont sans cesse remises en question. C'est pourquoi je vais évoquer en premier lieu le rôle que joue dans ce double cheminement l'aspiration à transgresser les limites corporelles, avant de parler des traversées des espaces et des frontières linguistiques, le passage de l'auteur à la langue française, une langue à la fois adoptée et adaptée pour traduire sa voix singulière, une langue sans territoire. Dans l'univers de ces récits, les individus se croisent et se heurtent eux aussi, et les chocs de leur collision sont souvent d'une violence féroce, verbale, aussi bien que physique. De nombreux héros sont mutilés, et pas toujours à cause des actions militaires, mais souvent en raison de rapports violents à l'autre et à soi-même, car parfois il s'agit des automutilations ayant pour but la dissimulation de l'identité, dictée par le désir de transgresser les limites imposées de l'extérieur. Par exemple, le narrateur de Repas de mort se rappelle des 3 camarades de l'armée qui se sont coupés leurs oreilles et leurs nez afin de ne pas être reconnus et éviter la prison, l'espace d'enfermement.
Le fonctionnement et la survie sont associés dans l'extrait du livre des morts tibétains, cité en exergue du roman Svinobur. Bien que ton corps soit haché en morceaux, il revivra encore. Dans ce roman, lors d'une scène brutale, le personnage principal tente de redéfinir ses propres contours en essayant de couper les plis formés par la graisse de son ventre ou encore d'arracher un morceau de sa cuisse. Cependant, Bortnikov souligne que le fait d'avoir une notion floue des limites corporelles qui différencient les individus est un signe certain de la folie. Le narrateur du syndrome de Fritz souligne cette particularité à propos du personnage surnommé le dindon, je cite, « Je me souviens de ses chaussures. Aujourd'hui encore, je sais reconnaître celles d'un fou. Chaque fois que le dindon laissait les siennes quelque part, elles grimpaient sur leurs voisines. Pour lui, les frontières entre les corps n'existaient pas. » Si le fait d'avoir la notion trop floue de l'altérité trahit une folie, l'idée rigide de sa propre unicité comporte elle aussi les risques de l'aliénation, car elle devient un handicap pour s'exprimer. Le héros du syndrome de Fritz en fait l'expérience à travers son bégaiement, donc l'une des manières qui manifeste ses difficultés de s'exprimer. Et pour s'en débarrasser, il suit le rituel proposé par la vieille sorcière du village. Et ce rituel lui procure l'impression de transgresser les frontières de son corps et de fusionner avec le corps d'un taureau. Et cette expérience lui donne la sensation qu'un nœud se défait à l'intérieur de lui. Ainsi, l'initiation à la transgression des frontières identitaires, à commencer par les frontières corporelles, participe à l'affranchissement. Et en ce qui concerne le rôle de rituel étrange dans ce processus, il faut dire que l'auto-expression et l'écriture sont souvent reliées chez Bortnikov au rituel mystérieux et même au rite chamanique, qui introduisent l'artiste dans un état de transe où il se sent dépossédé de lui-même et habité par des esprits, par les âmes des autres, dont notamment ses ancêtres. Et à propos de ses ancêtres, dans Svinobur, l'aspiration à outrepasser les frontières corporelles se relie au désir de transgresser la chaîne héréditaire, à travers le désir du héros de fusionner avec le corps de Georges, une figure masculine dans laquelle il voit son géniteur idéal, qui n'est pourtant pas de sa famille. Il éprouve le désir de rentrer dans son corps, comme à l'intérieur d'une grotte, et en ressortir différent. Ainsi se profile en filigrane une volonté de s'offrir une seconde naissance, tandis que les traumatismes liés à l'histoire familiale du héros font inlassablement retour dans la narration et s'immiscent au cœur même de son devenir artistique. Ses morts revient dans son écriture. L'aspiration à la seconde naissance et au nouveau baptême passe par la traversée des frontières géographiques et linguistiques. Pour formuler ses impressions au moment où son avion atterrit à Paris, Dimitri Bortnikov emploie le terme « mourir ». Selon lui, le changement de pays permet de mourir afin de renaître. Cette mort et renaissance implique le facteur linguistique. L'adoption du français joue pour lui le rôle d'un nouveau masque qui abrite sa voix d'artiste. En raison des rapports créatifs qu'entretient avec la langue Dimitri Bortnikov, en plus d'être une langue adoptée, le français pour lui est également une langue adaptée pour traduire sa voix emplie de chagrin, à la fois un espace d'accueil pour les résonances des autres et une langue sans territoire, car Dimitri Bortnikov partage l'idée de Marcel Proust, selon laquelle les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. De plus, le motif de la légion étrangère est récurrent dans Svinobur. La légion est par définition une multitude d'autres, à la fois intimement reliées et substituables. La légion étrangère implique une expérience liée au déplacement et à l'idée de l'abolition des frontières nationales et identitaires. Se trouver et se perdre, disparaître. Devenir soi-même et devenir autre, devenir un autre. Renaître et mourir. Ces mots d'ordre contradictoires poussent les personnages de Bortnikov dans deux directions opposées. Tiraillés entre d'un côté le grand vide de la steppe puis de la toundra sibérienne et de l'autre côté les espaces d'enfermement comme les studios parisiens, les déplacements spatiaux des héros sont associés à un double mouvement. Ils sont mus à la fois par l'aspiration de retourner à l'état embryonnaire et la précipitation vers la mort sous la forme d'un défi. L'artiste en devenir avance tel un Janus avec un visage tourné vers la naissance et l'autre vers la mort. Il apparaît à la fois comme un aliéné, au sens où il est livré aux autres, et un égoïste pour quatre, comme se désigne le personnage de Repas de mort, dont le chemin est guidé par les recherches d'un lieu pour accoucher de son écriture. Les espaces minimaux, qui permettent au personnage de retrouver l'isolement primaire,
font partie de ces lieux que Michel Serres désigne par le terme les habitats minuscules et qui représentent l'ultime frontière où gît l'essence de l'être. Que ce soit le tonneau pour Diogène ou le manteau pour saint François d'Assise, l'espace minimal est à l'image de son hôte, car il transcrit sa manière d'être dans le monde, d'y être présent ou absent, puisque chez les personnages d'écrivains de Bortnikov, ces portiuncules, pour reprendre le terme de Michel Serres, sont à la fois à l'image de l'utérus et de la tombe. Les plis de la jupe de sa grand-mère qui entoure Fritz comme un cocon, le lit de sa grand-mère sur lequel se jette Fritz pour se réfugier au plus profond de lui-même, les draps qui, à l'âge adulte, devient pour lui à la fois le bureau et le papier pour écrire, avec la scène qui décrit la carcasse d'une truie abattue, à l'intérieur de laquelle grimpe le jeune héros du syndrome de Fritz, tandis que son grand-père ivre ulule « Bienvenue dans le ventre de maman, fiston ». Ou encore avec la scène qui décrit la tombe qui se creuse le jeune héros, tout un imaginaire s'ouvrant sur le néant se met en place. Comme si le personnage de l'écrivain en devenir cherchait à se situer hors là, tout en affirmant par sa manière d'être dans le monde « j'ai rien à faire là ». Les images que le texte fait surgir transcrivent l'angoisse du retour du même. Or, c'est justement ce type de retour qui constitue la charpente de son cheminement artistique, si l'on se réfère à la typologie de différentes formes de retour qui peuvent être mises au service de la création littéraire et dont la variété est mise en lumière par Juliette Bionduri dans son ouvrage « Le retour au principe de la création littéraire ». Dans les œuvres de Dimitri Bortnikov, le retour du même transparaît non seulement dans le retour des motifs narratifs et des images avec une forte charge symbolique, mais aussi dans la structure même de la langue, à travers les multiples répétitions. Par exemple, dans Furioso, « suis une chienne qui garde les corps morts ». Puis les anadiploses qui reprennent dans une phrase une partie de la phrase précédente. Je donne un exemple de repas de mort, mais il y en a beaucoup d'autres. Elle est restée par terre toute la nuit, point. Toute la nuit par terre. Et puis d'une façon plus générale, à travers l'intégralité du texte dans sa dimension paratactique, qui est particulièrement présente dans les textes rédigés en français. Dans l'univers artistique de Bortnikov, malgré le fait que le héros se projette dans toutes sortes d'espaces autres, malgré les changements des paysages entre la steppe, la toundra, puis Paris, l'artiste, tel Sisyphe, gravit la pente douloureuse qui le ramène inlassablement vers le point de départ, qui gravite autour des lieux constituant les portes d'entrée et de sortie de l'existence. La maternité où travaillait sa mère et qui pratiquait aussi bien les accouchements que les avortements, la morgue, et le jeune héros se voit confier la mission d'amener les corps morts des nouveau-nés de la maternité à la morgue, le cimetière et l'abattoir. Le jeune héros effectue de véritables pèlerinages pour assister au spectacle de la mort à l'abattoir. Sa route passe par des non-lieux, les terrains vagues, les décharges, ces terres boudées par l'humanité et qui s'associent pour lui avec la paix, la beauté et le sentiment de la liberté. En revanche, les espaces autres, donc les hétérotopies, pour reprendre le terme de Michel Foucault, c'est-à-dire les lieux réservés aux individus qui se trouvent en état de crise par rapport au reste de la société, impliquent la privation de la liberté et la confrontation violente au réel non moins violent. Dans l'univers de Bortnikov, on trouve les hétérotopies de crise propres à la société contemporaine, comme les casernes de l'infanterie au pôle Nord, en Russie, donc ces lieux occupés par une institution par nature mobile, l'armée. Les hétérotopies de crise propres au peuple autochtone de Yakoutie, comme par exemple le campement des femmes âgées qui se préparent à la mort et qui vivent séparément du reste de la société. Il y a aussi l'image du navire, bien sûr, l'hétérotopie par excellence qui apparaît dans un repas de mort pour décrire la traversée de la Russie en avion par le bataillon d'infanterie envoyé en Yakoutie. Le narrateur emploie l'image de la nef des fous. Enfin, les huis clos tels que les prisons, les bataillons disciplinaires, ces hétérotopies de déviation que fréquentent souvent les personnages de Bortnikov, ils renforcent le risque de l'aliénation à soi-même, puisque, comme le souligne Fritz, les groupes fermés favorisent l'établissement d'une stricte hiérarchie et encouragent la tendance humaine à endosser un rôle. L'aspiration à transgresser les limites imposées dans ces lieux d'enfermement précipite vers la mort. C'est-à-dire, par exemple, dans le syndrome de Fritz, le personnage d'Igor déserte
au cours de son service militaire et explique sa désertion par le désir de vivre. « J'ai envie de vivre », dit-il. Il se dit prêt à tout accepter sauf un camp ou une prison. Et pourtant, c'est précisément ce qu'il risque suite à sa désertion. Afin de l'éviter, il est réduit à se cloîtrer dans un sous-sol pour rester introuvable. Donc, désireux de fuir un enfermement, il s'impose un autre enfermement, au sein duquel il finit par se pendre. Donc, son désir de vivre l'a poussé à la désertion et l'a amené à la mort physique. Dans les œuvres de Bortnikov, la figure de l'écrivain se rapproche d'un déserteur. C'est une figure qui cherche la vie et qui se précipite vers la mort. Le dos tourné à l'infini, je me sauve. La traversée des frontières apparaît d'abord comme une libération, mais ayant fui le trop-plein d'espace que ferait la steppe ou la toundra russe, en arrivant à Paris, il fuit aussi la liberté proposée par cette ville. Il se réfugie dans des espaces liminaux, par exemple le squat occupé par les émigrés et qui porte le nom éloquent du territoire dans le syndrome de Fritz et qui représente un monde à part où Paris n'a pas sa place. Puis à nouveau, il est attiré de retourner dans les espaces autres, les prisons, les hôpitaux, à Paris et à travers la France. Et en décrivant ces itinéraires, le héros de Repas de mort se définit comme une vieille pute de Babylone en gloire et en pleurs, image qui illustre d'une part la multiplication des langues par l'écrivain et d'autre part le fait qu'il est habité par des cris primaires de tous ceux qui résident dans ces lieux. Les cris où résonnent leur peur originelle et leurs larmes. La rédaction de Repas de mort a débuté par une phrase qui clôt actuellement le roman « Je reviendrai plus ». L'espoir de s'affranchir du retour est associé à l'aspiration à la seconde naissance. Il se traduit à travers le motif du chant mystérieux qui ensorcelle le héros, qui l'entraîne sur de nouveaux chemins en lui donnant l'espoir de vivre un second baptême. Ce chant incantatoire qui guide le héros rappelle bien sûr les chants d'Orphée, symbole de l'art et de ses pouvoirs d'évocation. Mais dans le contexte de l'œuvre de Bortnikov, tout en étant la promesse d'une renaissance, ce chant constitue également la précipitation vers le néant, vers la fin finie où toute langue articulée sera abolie, où ne resteront plus que le silence et la lumière. Je cite « Ma langue, mon âme muette, et au fond du chagrin, sans cœur ni langue, je deviendrai moi-même ». L'image de l'écrivain en pute de Babylone en gloire et en pleurs prend alors tout son sens car le terme en gloire évoque la représentation apocalyptique du Christ, nimbé de lumière. Et ce chant incantatoire rappelle également la tradition des berceuses de la mort, chantée autrefois dans certaines régions de la Russie aux enfants malades et auxquels on souhaite de mourir pour justement tromper la mort et les en protéger. Et le personnage de Repas de mort affirme que les vraies berceuses sont si près des chants funéraires. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ces deux versants et sur leur inscription dans l'œuvre de Bortnikov, sur ces rapports complexes aux valeurs humanistes, mais le temps m'oblige à conclure et j'aimerais le faire en citant le passage de Repas de mort qui résume cette double aspiration à la renaissance et au néant. Et pour l'illustrer, j'ai choisi le tableau d'Arnold Böcklin, L'île des morts. Et ce chant, chaque matin, il erre là. Il me noiera un jour ce chant, m'attirera loin dans la brume et tuera. Un matin, vers ces îles silencieuses, je nagerai sans détour. Puis le cadavre, ils vont me pêcher effrayé. Je sentirai plus rien. J'aurai mon deuxième baptême et je reviendrai plus là. Merci.